Dominic Thiem, ce joueur qui était annoncé comme la relève, la suite des trois monstres, le successeur de Nadal sur terre battue. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Parce qu'après son seul et unique sacre en Grand Chelem, l'Autrichien s'est complètement écroulé. Si vous suiviez le tennis entre 2016 et 2020, vous avez forcément dû vibrer devant Dominic Thiem. Une période où le tennis vivait peut-être ses plus grandes heures, avec Djokovic, Nadal et Federer qui renaissaient tour à tour une énième fois, et où d'autres se sont montrés très menaçants et ont bousculé leur hégémonie. Parmi ces gros dangers pour le Big Three, un joueur s'est vite démarqué par sa puissance, son agressivité, sa capacité hallucinante de travail et sa casse physique ahurissante. Dominic Thiem est vite apparu comme un monstre sur terre battue, en battant Rafael Nadal chaque année sur terre entre 2016 et 2019, mais l'Autrichien a vite agrandi sa zone de confort en déployant un niveau de jeu stratosphérique sur dur et s'est offert Roger Federer à Indian Wells en 2019 pour décrocher son seul et unique Masters 1000 en carrière. Thiem est tout proche de remporter un Grand Chelem, mais tantôt bloqué par Nadal à Roland-Garros en 2018 et 2019, tantôt bloqué par Djokovic à l'Open d'Australie en 2020, le besogneux tombe sans cesse sur plus fort que lui. Mais c'est à l'US Open en 2020 que Dominic Thiem se transcende pour soulever le trophée, malgré une atmosphère morbide en période de Covid et une disqualification de Djokovic. Ça y est, Thiem est dans les livres d'histoire, il l'a fait, il est vainqueur en Grand Chelem. Mais malgré un dernier gros tournoi lors du Masters en 2020 où il fracasse Nadal et Djokovic, l'Autrichien finit par complètement sombrer. Des résultats catastrophiques, comme son premier tour à Roland-Garros contre Andujar en 2021 et une blessure au poignet qui l'éloigne des cours. Thiem n'aura plus jamais réussi à retrouver ne serait-ce que le quart de son niveau qui lui permettait de côtoyer les sommets. Alors entre un joueur qui a forcé son destin pour s'adjuger un majeur dans une ère ultra relevée et une carrière inachevée qui venait à peine de changer de dimension, Dominic Thiem a marqué le tennis le temps de quelques années et voici son histoire. Dominic Thiem, il a eu la chance de naître avec une raquette dans les mains, parce qu'il fait partie d'une famille qui respirait le tennis. Ses parents, Wolfgang et Karin Thiem, étaient tous les deux entraîneurs professionnels à l'Académie de Vienne, donc leur vie était complètement structurée autour du tennis. Donc c'est fou, mais dès que Dominic a commencé à marcher, il était déjà sur les cours de tennis. Très jeune, il était dans un environnement où le tennis était non seulement un sport, mais aussi un mode de vie. Il voyait son père entraîner des jeunes, des adultes, des professionnels, et ça lui a donné une base technique et mentale incroyable dès le début. Donc pas besoin de chercher une école de tennis, il vivait dedans. Mais attention, tout ça veut pas dire que le chemin a été facile, loin de là. Parce que Wolfgang et Karin ont toujours été très stricts avec lui, ils ont jamais voulu qu'il profite de son statut de fils d'entraîneur. Donc certes, ça a été dur, mais ça lui a donné une discipline qui l'a aidé tout au long de sa carrière, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'intensité de ses entraînements plus tard. En 2002, il a 9 ans, et il rencontre Günter Bresnik, c'est une rencontre décisive dans sa carrière. Parce que Bresnik, on parle d'un coach qui a une énorme expérience dans le milieu, il a accompagné Becker, Lecomte et bien d'autres, et Bresnik, il est connu pour sa rigueur, son approche scientifique du tennis et sa capacité à façonner des joueurs sur le long terme. Et avec Thiem, Bresnik, il a compris qu'il avait entre les mains un potentiel exceptionnel, presque unique. Mais attention, on parle même pas de talent là, parce que Thiem, dès cet âge-là, c'était un énorme bosseur. Il pouvait passer des heures sur le court sans se lasser, toujours prêt à apprendre et à perfectionner chaque détail, et Bresnik, ce qu'il lui a apporté, c'est cette capacité à devenir un joueur complet. Il a fait passer Thiem d'un joueur défensif à un joueur offensif, et c'est même Bresnik qui l'a incité à aller en revers à une main. Alors forcément, au début, c'est compliqué, les résultats baissent, mais par la suite, cette décision prendra tout son sens. Donc Thiem, il faut retenir que c'est une enfance 100% tennis, il a été programmé, conditionné par ses parents pour devenir professionnel et façonné par un spécialiste du milieu qui a fait ses preuves, Bresnik, pour exceller et devenir un grand joueur. L'ascension de Dominic Thiem au plus haut niveau, elle est très belle, elle est très fluide. Et toute son enfance qu'on vient de voir, elle l'a plus qu'aidé pour atteindre le haut niveau très rapidement. Après ces quelques années de formation avec Bresnik, il participe à des tournois juniors, et tout de suite, il se fait remarquer. C'est pas seulement un bon joueur, c'est un joueur qui impressionne de par sa maturité sur le court. Il impressionne aussi par sa capacité à gérer les grands moments, même à un jeune âge, et ça on y reviendra, parce que personnellement, moi c'est peut-être ce qui m'a le plus impressionné chez lui. En Grand Chelem, en demi-finale, en finale contre des légendes, il semblait complètement imperméable à la pression, et c'était dingue de voir qu'il avait peur de rien. Donc ce trait de caractère, il était peut-être pas inné, mais il l'a développé très très jeune en junior. Et justement, son premier grand fait d'armes, c'est une finale à Roland-Garros en junior en 2011. Il s'incline contre Bjorn Fratangelo, mais c'est là qu'on commence à parler de lui sur la scène internationale. Atteindre une finale dans un tournoi aussi prestigieux, c'est pas anodin. Et Roland-Garros d'ailleurs, ça devient déjà une terre de prédilection pour Dominic Thiem. Ce qui est loin d'être surprenant, au vu de son jeu qui est basé sur l'endurance, la puissance et son lift indécent dont on va reparler. Après les juniors, il passe la seconde
secondes, il concourt en Futur puis en Challenger, et là il perd pas de temps non plus. En 2012, il remporte son premier tournoi Futur en Autriche, puis un autre en Slovénie, il grimpe rapidement dans le classement, et dès 2013, donc il va sur ses 20 ans, il fait ses premiers pas sur le circuit principal. En 2014, à l'Open d'Australie, il remporte son premier match en Grand Chelem, une étape cruciale, surtout pour lui qui était un des plus jeunes, il faut le rappeler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes, dans le top 100, dans le top 50, même dans le top 10, mais à l'époque, rappelez-vous de toutes les forces en présence. D'ailleurs, regardez ici le top 10 fin 2013, on a un top 10 d'une maturité incroyable, avec un âge d'or du tennis. Donc arriver sur le circuit à 20 ans avec tout ce gratin, c'est très très fort. Donc son ascension est rapide, mais elle est surtout bien structurée. Il saute pas d'étape, il gagne ses matchs en Futur, en Challenger, et il commence à se faire une place dans les tournois ATP 250 et 500. Et je dois finir en vous parlant de 2014 où Thiem monte encore en gamme. Il arrive à se qualifier sur quasiment tous les tournois qu'il joue, il fait les Masters 1000 et il gagne des matchs, notamment à Madrid où il bat Wawrinka qui venait quand même de gagner l'Open d'Australie, c'est sa première victoire sur un top 10 en carrière. À Roland Garros, il joue contre Rafael Nadal, imaginez l'expérience, c'est la folie. Et malgré une défaite sèche, évidemment, comme beaucoup, c'est pas une honte, on a vu sur ce match une opposition féroce, notamment sur des rallyes, et c'est une opposition que Nadal avait pas forcément l'habitude d'affronter. Donc même s'il a pris une pilule ce jour-là, il s'est quand même passé quelque chose, et c'était les prémices d'un très gros poisson sur terre battue. En 2014, il joue aussi sa première finale, à Kitzbühel, à domicile. Il joue aussi Djokovic pour la première fois à Shanghai, donc c'est une année révélatrice, et il arrive à casser le top 40. C'est amplement mérité, parce qu'en 2015, il enfonce le clou, et il arrive à casser le top 20, en remportant notamment 3 titres, Nice, Umag et Gstaad. Oui, 3 titres sur terre battue, parce que un monstre est né sur terre. S'il y a bien une surface sur laquelle Dominic Thiem a imposé sa loi très rapidement, c'est la terre battue. Très tôt dans sa carrière, il a montré une aptitude naturelle pour cette surface, et ce talent, il tombe pas du ciel. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dominic Thiem est devenu un monstre sur cette surface. D'abord, physiquement, il est totalement taillé pour. Sur terre, il faut non seulement être capable de frapper fort, mais il faut surtout être capable de tenir physiquement pendant des heures, en jouant des échanges à rallonge. La terre battue, c'est une surface qui demande de la patience, de la régularité, et une capacité à construire les points. Et Dominic Thiem, malgré sa puissance hors du commun, il correspond complètement à ces 3 critères. Il sait être patient quand il le faut, il est ultra régulier, il peut tenir des heures dans les diagonales et construire les points, évidemment. Il a aucun problème à aller dans une filière plus longue, type Nadal, en pilonnant ses adversaires. Donc Thiem, finalement, il a tous les attributs pour exceller sur terre, et c'est ce qui arrive. Sans parler évidemment de son lift qui gicle énormément et qui repousse ses adversaires. À un moment, on disait même que sa rotation de balle dépassait celle de Nadal, c'est dire le lift fou qu'il était capable d'imprimer. Et pareil, avoir ce lift, c'est méga important pour être dangereux sur terre battue. Et Dominic Thiem, il faut aussi parler de son jeu de jambes, qui est exceptionnel, avec une glissade qu'il maîtrise très bien et qui lui permet d'optimiser ses mouvements sur terre. Donc Thiem, il a très vite été un énorme client sur terre battue, en étant prétendant au plus grand titre sur la surface ocre, et ça, il l'a très vite prouvé en faisant tomber le maître, le roi, l'unique Rafael Nadal, et plusieurs fois. En 2016, à Buenos Aires, bon, à cette époque, Nadal, il était encore dans sa période un peu sombre, mais aussi en 2017, à Rome, là, plus d'excuses parce qu'on avait un grand Nadal, peut-être même, et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, mais prime Nadal sur terre battue dans toute sa carrière. Cette saison 2017 où il perd que contre Thiem à Rome, tout le reste il gagne tout, mais aussi en 2018 à Madrid, pareil face à un très bon Nadal qui venait d'enquiller Monte-Carlo et Barcelone, mais aussi en 2019 à Barcelone contre un Nadal qui montait en gamme jusqu'à Roland Garros. Donc ces 4 victoires contre Nadal sur terre battue, c'est tout sauf de la chance et du hasard. Et ce qui est fou dans ces matchs, c'est que pour battre Rafa, à chaque fois, il a dû faire du Nadal, mais mieux que Nadal. C'est-à-dire être agressif en prenant du temps à Nadal, frapper fort et trouver des angles, l'agresser sur son revers avec son coup droit méga lifté et finir au filet quand c'était possible. Ça, c'est vraiment la stratégie Nadal sur terre battue dans sa deuxième partie de carrière et Thiem l'a parfaitement appliqué contre Nadal. Donc avec ces victoires impressionnantes, tout le monde voyait Thiem gagner Roland Garros dès que Nadal déciderait de partager un peu à Paris. Et moi-même, je vais être honnête, quand Thiem a commencé à être très fort en 2016-2017, je me suis mis en tête qu'il gagnerait 3 Roland Garros. J'en étais persuadé. Comme Wilander, comme Lendl, comme Kuerten, je me suis dit Thiem il va rentrer dans ce cercle très fermé des triples vainqueurs à Roland, parce que c'était pas possible autrement. Il était trop fort sur terre battue. Malheureusement, on va voir que ça s'est pas passé exactement comme ça, mais Thiem s'est quand même révélé être un énorme danger pour Djokovic, Nadal et Federer. Et c'est à partir de 2016 que Thiem devient un vrai danger pour le Big Three, ce trio légendaire avec Federer, Nadal et Djokovic, et pendant cette seconde moitié des années 2010, les trois ont connu un second souffle. Ils nous ont chacun fait des comebacks en réinventant leur jeu, et donc très peu de joueurs se sont montrés menaçants. Je pense honnêtement qu'on les compte sur les doigts d'une main, les joueurs qui étaient capables de battre les trois partout. Et parmi ces joueurs, il y avait Thiem. Il était capable non seulement de les inquiéter, mais la vérité c'est qu'il les battait régulièrement, et notamment dans les plus grands tournois. Et ce qui rendait Thiem si dangereux pour le Big Three, c'était sa capacité à élever son niveau de jeu contre
contre eux. C'était quelque chose que beaucoup de joueurs n'ont pas su faire. Quand on joue contre Federer, Nadal ou Djokovic, il y a cette aura, cette pression qui peut écraser n'importe qui. Mais Thiem, un peu comme Wawrinka d'ailleurs, il avait absolument pas peur d'eux, il les regardait dans les yeux quasiment à chaque fois. Il avait vraiment un mental d'acier contre eux. Et prenons par exemple sa rivalité avec Federer, qui est peut-être la moins féroce comparée aux deux autres. Et bah Thiem contre Federer, c'est 5 victoires pour 2 défaites. Alors ok, il a pas joué Roger dans le Roger Prime, évidemment. Il a pas joué Roger sur gazon, quoique si, ils se sont joués une fois à Stuttgart en 2016 et Thiem a gagné. Mais d'accord, hein, j'entends ceux qui disent que finalement c'est presque normal que Thiem ait dominé cette rivalité, étant donné qu'il était censé être dans la forme de sa vie et que Roger était censé décliner. Mais prenez en 2019, quand Thiem le bat 3 fois cette année, à Indian Wells, à Madrid et au Masters. Roger, il sait toujours jouer au tennis, hein, et au plus haut niveau. Je vous rappelle même qu'il devait gagner un grand chelem cette année, Roger. Donc Thiem, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais c'est méga costaud, et il a vraiment su faire abstraction de la légende qu'il avait en face de lui, et que dire de ses rivalités avec Djokovic et Nadal. Là, on a eu des chefs-d'œuvre. Je vous donne quelques matchs que j'espère vous avez vus. Si c'est pas le cas, foncez après cette vidéo. Mais le Thiem Nadal à l'US Open en 2018 jusqu'au bout de la nuit new-yorkaise qui se finit au tie-break du 5e. Le Thiem Djokovic au Masters en 2019, une perfection de tennis pendant 3 heures avec une agressivité rarement atteinte. Le Thiem Nadal à l'Open d'Australie 2020, un Dominique en fuego qui s'offre Nadal pour la première fois en Grand Chelem, énorme. Et le Thiem Djokovic à Roland-Garros en 2019, une demi-finale en plusieurs temps, et Thiem qui surprend Nolé 7-5 au 5e set. Donc oui, Dominic Thiem a fait partie des plus grands ces quelques années entre 2016 et 2020, et les trois le savaient très bien. Aucun d'eux était ravi de le jouer à chaque fois, et c'est bien normal vu la bête. D'ailleurs, une bête coachée par un ancien champion, le Chilien Nicolas Massou, champion olympique. Massou qui lui a apporté énormément dans l'état d'esprit, et en l'occurrence ce détachement par rapport aux trois grands, avec toujours la démarche de tenter de jouer le coup sans réfléchir. Ok, donc Thiem c'était un danger pour tout le monde, et notamment pour les trois. Il arrivait à les battre parfois, mais il n'arrivait pas à remporter un grand chelem, jamais. Quand il battait Nadal, il chutait contre Djokovic au tour d'après, et vice versa. Et pour Dominic Thiem, il faudra attendre fin 2020 pour profiter d'une ouverture immanquable. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis, et on vous raconte des belles histoires de joueurs et de joueuses, on analyse des gros sujets sur le tennis. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est très important, ça nous aide énormément. Et aussi, activer cette petite cloche, je sais que beaucoup l'ont pas fait, c'est très important, ça te permet d'être au point sur toutes les vidéos qui sortent. À noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a fait une campagne de financement participatif. Donc si tu souhaites nous aider à développer le projet et soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un petit don, le lien du Tipeee est juste en dessous. Merci beaucoup. Effectivement, le plus grand moment de la carrière de Dominic Thiem, malgré ses victoires folles contre le Big Three, ça reste ce sacre à l'US Open en 2020. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, qui sont pas au fait de cette victoire, vous vous demandez mais comment il a fait? Il a dû battre Djokovic, puis Nadal, puis Federer? Alors pas tout à fait. En fait, même pas du tout. Si on se remet dans le contexte de ce tournoi, on est début septembre 2020 et il y a le Covid. C'est la crise mondiale et le circuit est grandement impacté. Certains tournois ont même été annulés cette année, comme Wimbledon, mais l'US Open, ça joue quand même. Certes sans public, donc dans une ambiance un peu morbide, mais ça joue. Et comme Roland-Garros a été décalé pour se jouer juste après l'US Open, donc fin septembre, début octobre, et bah beaucoup de joueurs ont fait le choix de zapper l'US Open pour jouer Roland-Garros, dont Rafael Nadal. Résultat, on a un US Open très perturbant, avec des conditions qu'on n'a jamais vues. C'est vraiment le chaos. Il n'y a personne et les athlètes sont testés en permanence. Et forcément, on a un tableau un peu moins relevé qu'il aurait dû être à la base. Pas de Nadal, pas de Federer, pas de Monfils, ni de Wawrinka, Nishikori, Kyrgios, Tsonga, tout ça c'est absent. Donc mine de rien, ça laisse un peu plus de place pour les seconds couteaux qui peuvent espérer un 8e ou un quart de finale, ou peut-être plus. Et regardez, on se retrouve avec ces 16 têtes de série. Donc on voit qu'il y a des ouvertures, hein. Il y a du Bautista Agut, il y a du Khachanov, du Garin, du Isner. Et on voit aussi que Dominic Thiem est tête de série numéro 2, donc tout en bas du tableau. Ce qui lui donne un tournoi où ses chances de victoire sont supérieures comparé à tous les grands chelems qu'il a joué jusqu'à maintenant. Et Thiem, il déçoit pas. Il gagne ses matchs les uns après les autres. Il arrive en 8e de finale et il met des doudounes à Félix Auger-Aliassime, à Alex de Minaur, à Daniil Medvedev en demi-finale et il est en finale. Sa 4e finale en grand chelem après Roland-Garros 2018-2019 et l'Open d'Australie en 2020. Sauf que cette fois, c'est pas Nadal en face et c'est pas Djokovic non plus. Djokovic qui était ultra favori du tournoi, sauf que lors de son 8e contre Carreño Busta, il a commis l'irréparable en lançant une balle de colère qui a atterri sur une juge de ligne, derrière sanction, disqualification. Donc coup de tonnerre à New York pour ce qui s'est passé, mais aussi parce que derrière, on a un tournoi qui devient totalement illisible. Et en finale, Thiem, il affronte Zverev. Première finale en Grand Chelem pour l'Allemand, sauf que Thiem, il est totalement pris par l'ampleur de l'événement, entame catastrophique de l'Autrichien, 6-2, 6-4 Zverev. Derrière, Thiem se reprend, il relance la machine, et ça commence à trembler côté Zverev, 2-7 partout, et une 5e manche qui vaut très cher. Une 5e manche pour un premier titre en Grand Chelem. À noter que ça joue pas bien, hein.
Si on compare avec les autres finales en Grand Chelem qu'on avait à se mettre sous la dent à l'époque, on est bien en dessous. On avait deux joueurs qui cherchaient en permanence leur tennis, qui étaient pris par le rendez-vous, et 5-3 Zverev. L'Allemand sert pour le match, mais fait un jeu de service catastrophique, des breaks, puis 6-5 Thiem. Thiem sert pour le match à son tour, mais pareil, impossible de finir. Donc tie-break, et Dominic Thiem, un peu plus fort mentalement, l'emporte sur une dernière faute de Zverev. Ça y est, il l'a fait, c'est la délivrance. L'enfant de Wolfgang et Karine, qui était destiné à faire une belle carrière, a décroché le plus grand titre dans le tennis. Il est dans les livres d'histoire à jamais, il a atteint sa quête, et ce grâce à un jeu exceptionnel. Alors on l'a déjà un peu évoqué, donc on va pas se répéter, mais ce que je veux mettre en lumière ici, c'est plus son caractère, le courage dont il a fait preuve sur le court, presque son culot quand il doit sauver une balle de break, la manière dont il aborde les moments importants. J'ai personnellement rarement vu ça, même chez les trois monstres. En fait, quand il devait sauver une balle de break, au lieu de faire comme la plupart des joueurs en restant derrière à la ligne et en attendant la faute de l'adversaire, Dominic Thiem, lui, il envoyait la purée. Il fracassait la balle pour en finir et montrer à l'adversaire que non, il fera pas le break. Et finalement, c'est une leçon incroyable, parce que Thiem, il faisait pas ça par manque de patience ou par peur. Thiem, justement, il a jamais eu peur de fracasser la balle. C'est ce qu'il a toujours fait dans sa carrière, c'est son ADN. Mais c'est une leçon parce que dans les moments importants, il faisait ce qu'il savait faire de mieux. Il se travestissait pas, il était lui-même et ça lui a énormément réussi. Et au-delà d'oser jouer le coup à fond, Thiem, c'était un jeu exceptionnel, avec un revers à une main spectaculaire, un des plus efficaces, méga lifté, tout comme son coup droit qui était un chef-d'œuvre, pour moi l'un des plus efficaces qu'on ait jamais vu. Rajoutez à ça un service qu'il a énormément travaillé pour devenir une arme conséquente. Il était capable d'envoyer du bois à plus de 200 km/h pour prendre l'échange à son compte. Je parlais de son jeu de jambes infaillible tout à l'heure, mais plus globalement, son physique c'était n'importe quoi. C'était une machine de guerre, bien affûtée par Günter Bresnik, et encore une fois, c'est que du travail. Les séances d'entraînement de Dominic Thiem, c'était indécent. Et que dire de son mental qui était incroyable. Je trouve qu'à ce niveau-là d'ailleurs, il a très vite pris le pli des Djokovic, Nadal, Federer, parce que à leur manière, tant qu'il avait pas perdu, c'était jamais fini. Et plier un match contre Thiem, en plus de très bien jouer au tennis, ça demande une résistance mentale absolument folle. Parce que même sur balle de match, il envoyait. Donc si t'étais pas capable de prendre le dessus, tout était relancé. Donc Thiem, c'était quand même un vrai bourbier à jouer. Évidemment, je vous invite à aller revoir des matchs de Dominic Thiem dans sa période phare là, entre 2016 et 2020, parce qu'on s'en lasse pas. Ça déborde d'intensité, de propreté, de passion. Et je m'estime chanceux d'avoir vécu le tennis dans son ère. Sauf que du jour au lendemain, ou presque, tout a basculé. Après son sacre à l'US Open en 2020, Thiem nous a quand même fait un dernier gros tournoi au Masters, avec une finale, en ayant battu notamment Nadal et Djokovic, s'il vous plaît. On avait toujours ce Thiem qu'on a décrit, tranchant et agressif, sauf qu'en 2021, alors qu'il est censé enchaîner et enfoncer le clou, pour montrer que l'US Open c'était pas du hasard, Thiem déçoit grandement. Il perd au premier tour à Roland Garros contre Andourar, alors qu'on se disait ça y est, il va confirmer à Roland Garros où il doit gagner. Et bah non, énorme déception, sauf que derrière il se blesse au poignet à Majorque, peut-être qu'il était déjà gêné à Roland Garros, mais là on est sur une blessure qui l'écarte des courts pour plusieurs mois, et il revient qu'en mars 2022 en Challenger parce qu'il sent qu'il a perdu cette étincelle qui faisait de lui un joueur si spécial. Et à partir de ce retour précisément, c'est douche froide sur douche froide. Thiem n'y arrive plus. Thiem n'est plus Thiem. Chaque petite victoire devient une énorme satisfaction. Ce qui pouvait sembler banal et normal il y a 3-4 ans en est devenu incroyable. En 2023, il essaye de revenir, il lutte sur le circuit, mais c'est définitif, il a perdu son explosivité. Il est plus du tout tranchant, mais si on est honnête, il faut aussi dire que cette blessure au poignet lui a coûté très cher. Parce que pour un joueur de tennis, et surtout pour lui, c'était la pire chose qui pouvait lui arriver. Lui qui a un jeu basé sur la puissance, le lift, l'intensité, il a perdu énormément de confiance, et je pense aussi qu'il s'est mis à réfléchir en jouant, réfléchir avant de frapper chaque coup. Là où pendant ces grandes années, à aucun moment, il réfléchissait. Il finit 2023 à la 98e place mondiale et en 2024, il a annoncé mettre un terme à sa carrière en fin d'année parce que c'est plus possible de patauger comme ça, de galérer à progresser au classement sans résultat. D'ailleurs, il a déclaré qu'il s'est jamais vraiment remis de cette blessure au poignet. Donc on a eu un Thiem complètement bousillé par une blessure fatale. Et j'aimerais mener une réflexion que vous pouvez continuer à développer en commentaire, mais en fait, c'est un peu comme si tout l'effort fourni pendant 6, 7, 8 ans au plus haut niveau, toute l'énergie qu'il a dépensée pour décrocher ce grand chelem lui avait coûté bien plus que prévu. On retrouve ça avec Stan aussi, qui est fracassé après avoir réussi à briller. Chez Del Potro aussi. Enfin, on voit que c'est un schéma qui se répète et finalement, ne serait-ce pas le prix à payer pour atteindre le plus haut niveau? Bah moi, je pense que oui, malheureusement. Et ça a l'air quand même traître, parce que quand t'es tout en haut, quand t'es au top, tu sens pas que t'es en train de prendre cher physiquement. Sauf que quand tu redescends un peu et que t'as un pépin physique, tout s'accumule et t'es fracassé. Donc tu dois guérir, revenir sur les cours, retrouver ton niveau et réapprendre à gagner. Mais parfois ça va pas jusque là et ça montre qu'aussi fort il a pu être, bah il reste humain. Un humain qui a été très très grand quelques années mais qui a vite été rattrapé par son corps.
Alors, est-ce qu'on peut parler d'une carrière inachevée pour Dominic Thiem? C'est une question qui mérite réflexion. Après tout, il a remporté un grand chelem dans l'ère Djokovic, Nadal et Federer, ce qui est énormissime. Mais d'un autre côté, moi quand je vois Thiem arriver en 2016, et que Federer n'était plus trop Federer, et que Nadal était en béquille, je me dis, ok, la suite c'est lui. Donc on peut aussi se dire que Thiem aurait pu faire plus, même si c'est beaucoup demandé et que la carrière est déjà folle. Moi je vais vous dire honnêtement, je pense que la carrière est complètement dingue, et que tout le monde, toute la planète entière aurait signé pour avoir sa carrière, même le quart de sa carrière. Maintenant, si je mets en perspective le niveau hallucinant qu'il a réussi à atteindre et son palmarès, je pense qu'il aurait peut-être pu décrocher plus de grands titres. Je m'explique. Thiem, il a gagné un Grand Chelem et un Masters 1000. Déjà, c'est un tout petit peu léger par rapport à son niveau de jeu selon moi, mais passons. Sauf qu'on parle en l'occurrence de l'US Open et d'Indian Wells, donc uniquement sur dur. Thiem, il a jamais gagné sur terre battue. Il a jamais gagné Roland Garros, ni Monte Carlo, ni Madrid, ni Rome. Ça me semble impensable. On parle d'un monstre sur terre battue, un des joueurs qui a atteint le plus gros niveau sur cette surface dans l'histoire. Alors évidemment, si on enlève Nadal de l'équation, il aurait gagné 2 Roland Garros, peut-être 3, il aurait gagné Madrid en 2017, peut-être Monte Carlo en 2018, mais on peut pas raisonner comme ça, vous le savez très bien. Et si on est un petit peu exigeant, Thiem finalement, il a rien gagné d'important sur terre battue. Et ça, j'ai du mal à l'accepter. Donc de ce point de vue-là, bah oui, il y a un peu d'inachevé dans la carrière de Thiem. Il y a de l'inachevé aussi sur gazon. Moi, je regrette que Thiem n'ait pas vraiment excellé sur gazon, d'autant plus qu'avec le ralentissement de la surface, on se dit qu'il aurait eu un coup à jouer. Et là, on doit se contenter d'un petit 8e de finale à Wimbledon en 2017. Donc je trouve ça un petit peu léger. Maintenant, pas de problème, parce que c'est loin d'être le seul joueur à pas avoir réussi à dompter cette surface. Je trouve beaucoup plus scandaleux le fait qu'il ait pas réussi à gagner un Masters 1000 sur terre battue, évidemment. Et sa fin de carrière, évidemment qu'elle est dommageable. Il a tout donné pour atteindre le sommet, mais une fois tout en haut, il a tellement puisé dans ses réserves que ça a fait pchit. Et le pchit, il était quand même très violent, hein, parce que c'était vraiment le jour et la nuit. Le jour avec l'US Open 2020, derrière le Masters, incroyable, il bat Nadal et Djokovic, et la nuit, avec 2021 jusqu'à la fin, où on a un fantôme qui est perdu sur le court et qui n'arrive à rien. Donc pour toutes ces raisons, je trouve personnellement qu'il y a une petite part d'inachevé dans sa carrière, ou plutôt son palmarès, qui aurait mérité 2 ou 3 lignes de prestige en plus. Alors, est-ce que avec ce qu'on vient de dire, on peut avoir des regrets? Déjà, Dominic Thiem, il est dans l'histoire du tennis, parce qu'il a remporté un grand chelem. Si on est un peu manichéen, Berdych n'est pas dans l'histoire du tennis, Federer n'est pas dans l'histoire du tennis, Dimitrov non plus, Tsonga non plus. C'est-à-dire qu'il a réussi à aller au bout, ce qui est loin d'être le cas pour tout le monde. Et en particulier, tous ceux qui ont subi cette ère des 3 monstres. Et le mot est bon, hein, ils ont subi à 100% cette ère. Parce que tu mets Berdych Prime dans le début des années 2000, je pense qu'il fait des dégâts, avec les Roddick, Ivanisevic. Donc rien que pour ça, il n'y a aucun regret, mais une immense fierté d'avoir inscrit son nom dans l'histoire. Maintenant, si on est un peu plus tatillon, et c'est notre rôle, hein, on est des passionnés donc on creuse dans le détail, forcément qu'il y aura toujours quelques regrets. Moi, Roland Garros, je vous l'ai dit, j'étais prêt à faire le trajet et à graver moi-même son nom sur la coupe, tellement j'étais persuadé qu'il allait remporter le tournoi. Donc son palmarès final sur terre battue, oui, je le regrette un peu. Maintenant, il y a quand même eu du positif, parce que ça a permis de donner une seconde vie à Nadal sur terre battue, qui avait besoin peut-être d'un rival à ce niveau. Parce qu'à part Djokovic, l'écart était trop faible entre Nadal, Djokovic et les autres. Donc Thiem, il a permis d'apporter un réel intérêt au tournoi sur terre battue au Masters 1000 dans la deuxième partie des années 2010, avec une concurrence vraiment féroce. On l'a dit, il a battu 4 fois Nadal sur terre battue, même si malheureusement, il a jamais réussi à aller au bout d'un Masters 1000 sur terre. Oui, quand il est arrivé, on a vu un joueur qui pouvait potentiellement prendre le flambeau des 3 dingues, ce qui n'est pas le cas au final, parce que un grand chelem contre 3 vingtaines, on n'y est pas vraiment. Mais on peut s'estimer chanceux quand même d'avoir vécu Thiem, on peut s'estimer chanceux d'avoir vu un joueur qui n'avait peur de rien. Et si on relativise, c'est quand même fort d'exprimer des regrets, parce qu'il s'inscrit dans une ère où le gâteau a été partagé avec très peu de personnes. Et Thiem en fait partie. Même s'il a pris qu'une miette, Thiem a pris sa miette. Ça aurait pu être bien pire avec 0 grand chelem à la fin pour Thiem. Pensez-y, on aurait pu quitter Thiem avec 0 grand chelem et 0 Masters 1000. Donc évidemment que ça aurait pu être mieux. Mais ça aurait pu être pire. Donc en fin de compte, même si Thiem n'a pas eu la carrière qu'on espérait forcément pour lui, il restera, j'espère, toujours dans les mémoires comme un joueur exceptionnel, parce que c'était vraiment le cas. C'était un des seuls, comme je l'ai dit, qui était capable de battre les plus grands joueurs dans les plus grands tournois. Et malgré sa blessure fatale au poignet, il a quand même réussi à marquer son temps, marquer son époque. Donc merci beaucoup Dominic Thiem. Moi Thiem, c'est vraiment un joueur que j'ai énormément apprécié, je le mettais dans ma liste très très haut. Dites-moi en commentaire si c'était le cas pour vous ou pas, qu'est-ce que vous pensez de Dominic Thiem, si vous êtes déçu de sa fin de carrière, si vous êtes déçu de le voir partir. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!